Nous commencerons ce journal par la déclaration de la ministre de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité, vendredi à la tribune de l'ONU à New York, à l'occasion de la 61e session de la Commission de la Condition de la Femme. Mariatou Koné a fait une adresse sur la situation des femmes en Côte d'Ivoire. Le taux de scolarisation de la jeune fille à Bondoko est fort appréciable, un effort cependant sapé par le nombre sans cesse croissant des cas de grossesse en milieu scolaire. Les populations du Gomtogo appellent élèves et parents à une plus grande responsabilité. Le Pérou n'avait pas été victime de pluies si violentes depuis celles causées par les phénomènes du Niño de 1983 et 98. Depuis décembre dernier, le pays souffre des conséquences d'une anomalie climatique provoquant de véritables déluges sur les côtes péruviennes et équatoriennes. L'on enregistre des dizaines de morts, de très nombreux blessés et des disparus. Voilà pour les titres. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce 13h. Êtes-vous toujours courtois au volant? Si oui, alors bravo et continuez de l'être. Si ce n'est pas le cas, tâchez de le devenir au plus tôt car cela évite les conflits, au pire, les accidents. Les incivilités existent également sur la route. Les plus fréquentes sont l'utilisation du téléphone portable au volant, le non-respect de l'arrêt au stop, la mauvaise utilisation des clignotants, l'oubli des distances de sécurité. Depuis le 12 mars dernier, nous sommes dans la semaine internationale de la courtoisie au volant. Comment elle se déroule ici en Côte d'Ivoire? Quel peut en être le bilan à la veille de la fin de la célébration? Nous en parlerons dans une demi-heure avec M. Coco Guillaume, le président de l'Union nationale des auto-écoles de Côte d'Ivoire. Bonjour M. Coco. Bonjour. D'accord, on se retrouve dans une demi-heure. Merci. À tout à l'heure. Commençons donc par la déclaration de la ministre de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité vendredi à la tribune de l'ONU à New York. C'était à l'occasion de la 61e session de la Commission de la Condition de la Femme. Mariatou Koné a fait une adresse sur la situation des femmes en Côte d'Ivoire, notamment sur les actions du gouvernement pour leur autonomisation. Les temps forts de cette déclaration, sélectionnés pour vous par Michel Digré. Les femmes constituent 48,3% de la population ivoirienne. Elles sont présentes dans tous les secteurs d'activité et font vivre l'économie nationale. La ministre Mariatou Koné, à la tribune des Nations Unies, plante ainsi le décor de la situation de la femme en Côte d'Ivoire. Elle a saisi cette opportunité pour présenter les actions réalisées par le pays afin de réduire les inégalités entre les femmes et les hommes. Il s'agit entre autres de l'inscription de la parité dans la nouvelle constitution, de la création d'un fonds d'appui aux femmes et de l'école obligatoire pour tous. Le gouvernement de Côte d'Ivoire entend combattre toutes les barrières qui entravent l'autonomisation économique des femmes et éliminer toutes les formes de discrimination entre les sexes qui persistent aussi bien en milieu rural qu'en milieu urbain. Toutefois, d'autres actions sont envisagées par le gouvernement pour apporter des réponses concrètes aux problèmes des femmes. L'État de Côte d'Ivoire entend poursuivre la finalisation des réformes législatives, notamment l'opérationnalisation de la loi sur la parité, accroître les opportunités économiques des femmes, renforcer la participation des femmes et leur inclusion dans les processus décisionnels, réduire le taux d'analphabétisme des femmes à travers des approches plus innovantes. La 61e session de la Commission de la Condition de la Femme a pour thème « Autonomisation économique des femmes dans un monde du travail en pleine évolution ». La Commission de la Condition féminine est dédiée exclusivement à la promotion de l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes. Au chapitre santé de ce journal, parlons du cancer du col de l'utérus, un cancer qui préoccupe l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. L'organisation vient de décider d'accentuer la formation des professionnels de la santé de la région africaine de l'OMS sur cette maladie. Les précisions de Malika Koulibaly. Intensifier la lutte contre le cancer du col de l'utérus en Afrique, une préoccupation de l'Organisation mondiale de la santé OMS. Un atelier sur la question est organisé afin de rendre plus efficace cette lutte. Cette lutte comprend une première partie qui est la prévention primaire. La prévention primaire consiste à faire la sensibilisation et de la vaccination chez les adolescents. Les personnes vaccinées n'attraperont pas la maladie
donc seront susceptibles d'être protégés pendant toute leur vie contre cette maladie. Cet atelier permettra de rendre compte du travail qui est en train d'être fait pour le dépistage, la prévention et la prise en charge du cancer du col de l'utérus en Afrique. Ce sont une quarantaine d'experts en cancérologie, virologie et anatomopathologie qui ont pris part au séminaire sur ce problème de santé publique. Sur les 20 pays qui ont les taux de cancer les plus élevés, 16 sont en Afrique. Les 4 autres sont en Amérique latine. C'est vous dire l'importance de ce problème pour nos gouvernements. C'est-à-dire que le cancer du col doit être considéré comme un problème majeur de santé publique. On peut même dire un problème majeur de développement parce que si notre population n'est pas en bonne santé, bien entendu, cela va déteindre sur le développement de nos pays. Cette rencontre, qui a duré 3 jours, avait pour cible quelques pays francophones de la région africaine de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Du 13 au 18 mars dernier, la Direction générale du Conseil du coton et de l'anacarde a visité les zones de production de l'Est de la Côte d'Ivoire. Les régions du Gontogo, du Bonkani et Agnibilekro ont reçu la délégation conduite par Dr Adama Coulibaly, directeur général du Conseil. L'objectif était de faire le point de la campagne depuis son ouverture, échanger avec les acteurs et les autorités administratives et politiques des localités visitées afin d'asseoir une stratégie commune pour le bon déroulement de la campagne et freiner par la même occasion les fuites de la noix de cajou vers l'extérieur. Le cajou, leur brun du nord, nord-est et nord-ouest de la Côte d'Ivoire. Un mois après l'ouverture de la campagne, il se négocie ici à Bouna, presque au double du prix plancher. On paie à 440, mais on est parti jusqu'à 500, 600, 700, mais aujourd'hui on paie à 800. Le cajou a donc désormais de la valeur. Vous voyez ce camion qui est en train d'être chargé. Vous voyez ces jeunes gens qui portent les sacs sur leur tête. Vous voyez les acheteurs. Vous voyez les producteurs. Et l'ensemble de toutes ces personnes sont en pleine activité grâce à la noix de cajou. Il faut surveiller sa commercialisation interne. Voilà les motivations de la mission de suivi de la présente campagne 2017 du 13 au 18 mars dans les régions productrices de l'Est de la Côte d'Ivoire. Le directeur général du Conseil du coton et de l'anacarde et ses collaborateurs ont passé 5 jours à expliquer les règles de la commercialisation interne du cajou, lever les équivoques, sensibiliser sur l'observation des bonnes règles en matière de transactions, écouter, échanger avec les acteurs de la filière et les autorités locales dans leur diversité. Au-delà de l'écoute et des échanges, il s'est agi aussi de les éclairer, surtout les mettre en garde contre le fléau du trafic de la noix de cajou, un fléau pénalisant pour la région. Nous sommes dans une phase de programmation des investissements de la transformation de l'anacarde. Et dans cette phase, la planification consiste à repérer les départements les plus producteurs et les régions à grande production d'anacarde et à y orienter les investisseurs potentiels. Si tant est que nous constatons sur plusieurs campagnes une baisse de la production dans une région, nous ne serons pas en mesure d'orienter des investisseurs vers cette région puisque c'est une région à déclin. À cela, associons les pertes de recettes pour l'État et le risque de la perte du leadership de la Côte d'Ivoire, aujourd'hui premier exportateur mondial de cajou. Il faut donc lutter contre ce mal qui traverse toutes les régions des frontières, est et nord de la Côte d'Ivoire. Partout, des engagements ont été pris pour aider à endiguer le mal. C'est l'État, dans sa toute grande puissance, qui est mobilisé. Faire en sorte que les mauvaises graines, les brebis galeuses soient automatiquement sorties de celles de la filière. Les saisies des produits par les forces de sécurité, presque de façon quotidienne, comme ces 50 tonnes saisies à Bondoukou, font loi. Autre indicateur de la bonne tenue de la campagne 2017, le calme est revenu à Suefri, le foyer de la tension de 2016. C'est vrai que l'année dernière, il y a eu des événements malheureux. Précisément en mars 2016, il a occasionné 3 morts, mais je pense que les plaies ont été pansées et la situation est au calme actuellement. Pour plus d'efficacité, un renforcement des effectifs est souhaité. On note l'insuffisance
des forces de sécurité. Le département est vaste. Il y a la sous-préfecture d'Acieux-Fry, tout comme la sous-préfecture de Transuac, qui les deux sont à 12 km de la frontière. Et vraiment, sécuriser cette frontière n'est pas aisé. Donc nous souhaiterons vraiment un accroissement de l'effectif. Les producteurs ont salué l'initiative de cette campagne de suivi, mais ils veulent être davantage encadrés. Nous avons interpellé tout à l'heure la délégation régionale afin que d'une même voix, les producteurs puissent parler et s'adresser à tous ceux qui viennent vers nous pour acheter nos produits. Parce que nous estimons que nous ne sommes pas suffisamment armés pour discuter avec ceux-là. Une tradition adaptée de l'adage chinois, donner du poisson, c'est bien, mais apprendre à pêcher, c'est mieux. Reportage signé Noël Gnagno. Parlons à présent de la scolarisation de la jeune fille à Bondoukou. Selon les statistiques de la Direction régionale de l'éducation nationale dans le Gontougo, le taux est presque égal à celui des jeunes garçons. Si cette mesure de promotion de la jeune fille donne de bons résultats, il n'en demeure pas moins que le taux de grossesse en milieu scolaire est tout aussi élevé au fil des années. En cause, le poids des traditions locales et les pesanteurs sociales, un sujet auquel les populations du Gontougo appellent les élèves et parents à une plus grande responsabilité. C'est un dossier et il est signé Eugène Atoubé. Au foyer du lycée 1 de Bondoukou, les élèves sont mobilisés pour une séance d'information et de sensibilisation. Le thème porte sur les conséquences des grossesses en milieu scolaire. La situation est alarmante. Ce qui nous a un peu écrit est qu'il y a une fille de ce 1 qui est enceinte. Si les enfants eux-mêmes prennent une décision d'être responsables, ils pourront avoir une bonne attitude. Je les appelle à l'abstinence ou sinon à utiliser les moyens de contraception pour éviter les grossesses. À Bondoukou particulièrement, les grossesses en milieu scolaire sont devenues un fléau. Le ministère de l'Éducation nationale continue de susciter la mobilisation de toutes les composantes de la population et de tous les acteurs de l'éducation pour y mettre un frein. 2015-2016, nous avons noté 424 cas de grossesse au secondaire et 30 cas de grossesse au primaire. Pour le premier trimestre 2016-2017, nous avons déjà noté 122 cas au secondaire. Les chiffres au primaire ne sont pas encore consolidés. Les jeunes filles qui viennent, elles dorment ensemble souvent avec des garçons. Et souvent aussi, des jeunes filles qui se promènent pour chercher tuteur, elles n'en trouvent pas. L'élève qui a loué sa maison, elle est obligée de rester avec ce dernier. Mais quand vous mettez une fille et un garçon dans une chambre, après c'est une grossesse. Les enfants eux-mêmes, là, des fois, ils demandent à rester, à chercher, à louer des maisons pour être plus libres de faire ce qu'ils veulent. Ironie de l'histoire, la recrudescence de grossesse en milieu scolaire et l'accroissement exponentiel de la scolarisation de la jeune fille ainsi que du maintien de celle-ci à l'école dans la région du Gontougo se répondent. De la joie née des effets positifs de la politique de l'école obligatoire et gratuite, l'on est passé à la tristesse de savoir que les résultats des campagnes et stratégies de lutte contre les grossesses en milieu scolaire ne sont pas ceux attendus. Quand elles sont enceintes, il y a deux qui se cachent. Souvent, nous faisons aussi les recherches dans les classes. Si on découvre les cas, on les fait venir au bureau et on leur pose des questions. Et comment elle a fait pour avoir la grossesse? Et elle explique. Et c'est en fonction de ça, on leur donne des conseils. Lorsqu'il n'y a pas de suivi, il n'y a pas d'internat, il n'y a pas d'encadrement, il se trouve que la jeune fille ne peut pas évoluer au même titre que le garçon. Ce problème aujourd'hui d'internat qui fait que la jeune fille a des difficultés pour continuer les études au même titre que les garçons. Les grossesses des filles en pleine année scolaire ou les filles enceintes et contraintes d'abandonner les études sont encore légion, et pour cause. Les conditions dans lesquelles la jeune fille ici se trouve vraiment l'exposent à certaines situations. Ils sont ignorants, ils ne se protègent pas. Et bon, une grossesse est vite venue. Souvent, tu peux donner des conseils à ta fille et puis elle n'entend pas. Même quand tu portes main à ta fille, elle va prendre convocation pour t'envoyer. Dans notre tradition, quand nos filles ont l'âge de se marier, on leur trouve un homme. Même quand elles sont à l'école. C'est pour éviter qu'elles fassent des bêtises plus tard.
Le poids de la religion, la soumission aux us et coutumes et les difficultés économiques. Autant de raisons évoquées pour expliquer et même justifier les grossesses à l'école, mais sur lesquelles les populations ne se rejoignent toujours pas. Là où tout le monde est d'accord, en revanche, c'est l'urgence à juguler le fléau, dont les statistiques, écoles primaires, collèges et lycées cumulés, laissent entrevoir la pertinence de la lutte. Madame le ministre de l'Éducation nationale, Madame Kandia, a donc initié la construction des collèges de proximité, qui est venue pour freiner ces phénomènes. Et nous avons déjà les résultats. Quand nous prenons les collèges de proximité, il y a très peu de grossesses dans ces collèges. Chers camarades, voici le conseil que je peux vous donner. Laissez les garçons de côté. Garçons, là, c'est beaucoup. Vous pouvez attendre d'abord. Il faut sensibiliser les communautés et prendre certaines mesures pour protéger la jeune fille. Nous voudrions vraiment saluer la préfecture de Bondoukou qui a compris notre plaidoyer et qui a pris un arrêté qui milite en faveur de la protection des enfants. Maintenant, dans notre région, si tu as été l'auteur d'une grossesse précoce et que les parents ou bien la victime portent plainte, ni les autorités traditionnelles, les autorités, les responsables coutumiers, les religieux, personne ne peut te soutenir. La justice, donc, sera libre et très bien libre pour pouvoir te juger. Au-delà des écoles de proximité, les populations appellent de tous leurs vœux le retour des internats et la construction de foyers d'accueil pour filles. Les grossesses en milieu scolaire posent la question de la responsabilité des parents et soumet à une profonde réflexion l'inscription de l'éducation sexuelle dans les programmes des lycées et collèges en Côte d'Ivoire. C'était un dossier signé Eugène Atoubé. Et comment se porte l'école dans le Bonkani? La question était au centre d'un symposium qui s'est tenu les 17 et 18 mars dernier au lycée moderne de Bouna. Un symposium dont l'objectif était d'amener les parents d'élèves à prendre des dispositions en vue d'améliorer la qualité de l'enseignement dans la région. Astou Touré depuis Bouna. Pour améliorer la qualité de l'école dans la région, durant 2 jours, les populations du Bonkani se sont mobilisées en vue de mener une réflexion approfondie. On prépare à ce forum les chefs traditionnels et religieux, la communauté éducative, les élus et cadres de la région. Pendant les travaux en atelier et en plénière, des réflexions ont été menées sur plusieurs points et des pistes de solutions ont été trouvées. À l'issue de notre réflexion, 3 points ont été arrêtés. La pérennisation des cantines. Il faut une adhésion de la population. Mise en place d'une stratégie pour amener les parents à nourrir un enfant pendant 100 jours. Faire apporter pour une année scolaire 15 kg de riz ou 30 kg d'igname et 2500 francs comme contribution financière communautaire. Les grossesses en milieu scolaire. Ça aussi, c'est un problème qui est à la base de l'échec des jeunes filles. Et nous proposons d'enseigner les leçons des filles. Il faut aussi que les parents soient informés sur le contenu de ces leçons pour échanger avec les enfants à la maison. En ce qui concerne le déficit du personnel enseignant, des infrastructures scolaires, l'alphabétisation et le développement de la région, des solutions ont aussi été proposées. Il faut encourager les populations au regroupement des villages. Quand les villages sont dispersés, généralement la carte scolaire a des difficultés pour les prendre. Or, si les populations sont regroupées, alors on peut venir y implanter une école le plus facilement possible. La mise en place des organisations coopératives et associatives pour encourager la solidarité entre les membres de la communauté à travers des caisses de solidarité, les tontines, des prestations de services à l'effet d'appuyer les actions d'alphabétisation. Ici, le problème, c'est qu'il n'y a pas de banque dans le Bonkani. Nous voulons ici demander à ce que ceux qui ont une voie autorisée puissent intervenir pour qu'il y ait des banques ici. Là, le fonctionnaire se sent à l'aise, il peut rester. Mais si chaque fois il doit se déplacer pour aller à Abidjan ou ailleurs, c'est trop compliqué pour lui. Donc, c'est pour cela que nous pensons qu'il faut qu'il y ait des banques dans le Bonkani. L'objectif final de cette première rencontre est la mise en application de toutes ces solutions en vue d'une réussite pour tous dans un système scolaire de qualité.
Reportage signé Astou Touré. Le maire de Bouaké a rencontré récemment une délégation de l'Agence de développement française. L'agence, je le rappelle, est en charge du financement du projet de reconstruction du marché central de la ville. Il a été question lors de cette rencontre de faire le point de l'état de démarrage des travaux pour lesquels 2 cabinets ont été retenus pour la réalisation des travaux. Déborah Sansou, Kwadio Kwame, RTI Bouaké. Bonne nouvelle pour la population de Bouaké. Bientôt, la métropole du centre aura son marché central et son abattoir moderne. Le démarrage des travaux aura lieu sous peu. À cet effet, l'Agence française de développement AFD, qui finance le projet de construction, a effectué une visite des terrains à Bouaké pour faire le point de l'état d'avancement du démarrage des travaux. On peut espérer que d'ici la fin de l'année 2017 et en tout cas au courant de l'année 2018, les travaux vont démarrer et les Bouakéens vont pouvoir voir les choses concrètes vraiment commencer. Une rencontre entre le maire de la commune de Bouaké, le coordonnateur du ministère d'État, de l'Intérieur et de la Sécurité, le représentant de l'AFD et les cabinets d'études retenus pour la réalisation des travaux s'est tenu dans les locaux de la mairie de Bouaké. L'essentiel de cette rencontre porte sur la reconstruction du marché et de l'abattoir, ainsi que la mission des cabinets retenus suite à l'appel d'offres. Aujourd'hui, vous avez la conjonction de 2 missions de l'AFD. Vous savez que notre abattoir est dans une situation hygiénique catastrophique, qu'il faut le reconstruire. L'autre délégation de l'AFD vient pour faire le point sur les avancées du marché central. Le marché central de Bouaké a bien avancé. Toutes les entreprises qui ont été retenues à l'issue d'un appel d'offres sont toutes prêtes pour faire leurs prestations. Cette rencontre de travail a pris fin par la visite des différents sites qui abriteront les futurs travaux. Le conseil régional de l'Agné-Bitiassa a procédé récemment à la remise des clés d'un bâtiment au groupe scolaire et un autre au dispensaire du village de Gbessé dans la sous-préfecture de Loviguier à Agboville. Thérèse Tapé-Yoboué y était pour RTI 1, son compte-rendu. Un bâtiment de 3 salles de classe nouvellement construit et équipé en table-banc, un centre de santé entièrement réhabilité et équipé en matériel biomédical. Ces infrastructures, d'une valeur de 72 millions de francs CFA, ont été remises aux populations du village de Gbessé dans le département d'Agboville. En procédant à la remise des clés de ces bâtiments, le conseil régional de l'Agné-Bitiassa s'engage ainsi à améliorer les conditions de vie des populations de cette localité. Ces populations ont exprimé leur gratitude au conseil régional. Aujourd'hui, vraiment, c'est la joie pour nous dans le village. Pour la première fois de voir tout ça là, vraiment, je suis très content. Et je remercie vraiment les autorités. Et nous sommes sincèrement fiers de ce bâtiment, de ce que le conseil régional a fait pour la population de Gbessé. Au cours de cette cérémonie, les autorités sanitaires de la région ont invité les populations à fréquenter leur centre de santé. Le nouvel infirmier du village a été présenté aux populations. Coulibaly Lassiné est le nouveau chef de la communauté Sénoufo du Haut-Sassandra. Il a été intronisé à Daloa ce week-end en présence de ses pairs et de nombreux cadres du Grand Nord, dont le ministre Issa Coulibaly, représentant le Premier ministre, parrain de la cérémonie. Suivant la correspondance de Konaté Ngana. Coulibaly Lassiné est le nouveau chef de la communauté Sénoufo du Haut-Sassandra. L'ex-agent de santé a reçu l'onction de ses pairs dans une ambiance folklorique marquée par des danses traditionnelles auxquelles l'on a l'habitude d'assister dans la pure tradition Sénoufo. Au nom des populations et des élus, le maire Samba Coulibaly et le député Koné Boubacar ont félicité l'initiative de la communauté Sénoufo avant de les inviter à l'union en vue de créer l'entraide entre les membres. Le ministre des Eaux et Forêts, représentant le Premier ministre parrain de la cérémonie, a prodigué des sages conseils au nouveau chef investi. Issa Coulibaly souhaite que cette cérémonie soit le début du vivre ensemble des différentes communautés. Ce que je souhaite, c'est que la communauté Sénoufo
vivent en bonne intelligence avec ces autres. Les BT qui leur ont accordé l'hospitalité, qui leur ont permis de s'exprimer point de vue économique. Et je souhaite donc que ces liens, que la cérémonie d'aujourd'hui vienne renforcer ces liens. Nous avons décidé de nous mettre ensemble pour nous unir, pour que la cohésion sociale que nous recherchons ensemble la cohésion sociale pour éviter les disparités. Nous ne pouvons effectivement que saluer ces genres d'initiatives et vivement qu'elles se multiplient dans le Haut-Sassandra. Et en se multipliant, c'est tout le tissu économique et tout le tissu social effectivement qui va gagner en efficacité. C'est toute la nation qui sera consolidée. Une délégation de la chefferie traditionnelle venue de Korogo et des chefs autochtones BT et des autres communautés ont assisté à cette cérémonie. Je vous le disais en titre, le Pérou n'avait pas été victime de pluies si violentes depuis celles causées par les phénomènes du Niño de 1983 et 1998. Depuis décembre dernier, le pays souffre des conséquences d'une anomalie climatique connue comme le Niño côtier. Alors que la température de l'eau du Pacifique est supérieure de 4 degrés aux normales saisonnières, l'absence de vent maintient ces masses d'eau chaude près des côtes, provoquant de véritable déluge sur les côtes péruviennes et équatoriennes. Avec des dizaines de morts, de très nombreux blessés et des disparus, le Pérou est sévèrement touché. C'est l'heure de vous faire découvrir de jeunes acrobates champions de voltige avec, tenez-vous bien, leurs motos et leurs vélos. Chaque vendredi et dimanche après-midi, le grand carrefour de Koumassi est bondé de monde. Des curieux et amateurs de beaux spectacles sont attirés là pour voir ces cascadeurs d'un autre genre. D'une figure acrobatique à une autre, toutes plus effrayantes les unes que les autres pour les âmes sensibles, ces acrobates, eux, ne connaissent pas du tout la peur. Direction le grand carrefour de Koumassi avec notre guide du jour, Nyenignon Sitasoro. Un attroupement sous un soleil de plomb. À y voir de près, ce sont de jeunes cascadeurs qui s'adonnent à des acrobaties de moto et de vélo, dignes de films hollywoodiens. Et pourtant, nous sommes au grand carrefour de la commune de Koumassi, dans le district d'Abidjan. 2 fois par semaine, ces amoureux de sensations fortes prennent d'assaut cet espace pour offrir et faire vivre un spectacle gratuit aux amateurs et sympathisants. De simples spectateurs qui ont fini par devenir, pour certains, des acrobates du vélo et de la moto. Mon plaisir pour la moto, ça a commencé d'abord dans le vélo. D'abord, on s'entraînait au vélo au quartier à Buyo. C'est là que je suis arrivé à Abidjan et j'entendais parler d'ici. Donc en venant chaque fois les voir, ça m'a donné plus de courage pour apprendre. Et voilà, aujourd'hui, je peux dire que ça va. Pour d'autres, pas question d'essayer. Le risque du danger est trop élevé. Chaque dimanche, je viens assister à des spectacles qu'ils font ici. Et vraiment, je vois les choses extraordinaires, sincèrement, au niveau des cyclistes ou des moutards. Moi, ça me plaît, mais j'ai peur. Il y a longtemps, je roule moto, je roulais vélo aussi, mais je n'ai pas eu le courage de le faire parce que c'est très, très risqué. Si un jour j'ai une bécane, peut-être que je peux essayer. Mais à vrai dire, c'est un peu dangereux, tout ça est un peu dangereux. Le vélo et la moto, des rêves d'enfant de Salif. Une passion transmise par son père, lui aussi adepte de moto. Aujourd'hui, Salif fait partie des champions de BMX en Côte d'Ivoire. Depuis tout petit, il a commencé à vélo un peu. Bon, vélo un peu jusqu'à j'étais avec mon père, on faisait ça. Bon, mon père il a pris le trait, donc moi j'ai pris le relais. C'est dans les vidéos, on regarde les vidéos, les blancs, on regarde un peu, puis on regarde ce qui nous plaît, ce que tu peux essayer de faire, puis tu sais que tu vas réussir, donc on fait ça. Tout comme Hakim et Keletigi, 2 champions nationaux. Très peu bavards au cours de notre interview, mais très dégourdis et libérés sur le vélo. Cabrer, déraper, sauter des obstacles aussi hauts que dangereux, c'est le quotidien des cascadeurs professionnels tels que Martin Aston, Vittorio Brumotti et Pascal Vigneron. Pour la réussite de ces figures,
le vélo ou la moto adéquate est nécessaire, voire primordial. Mais pour les cascadeurs du club BMX de Koumassi, n'importe quel enjeu est le bienvenu. Il suffit de quelques modifications mécaniques. Ces motos que vous voyez là, ce n'est pas fait pour ça. Mais tellement avec notre compétence, notre intelligence, on a mis ça, créer des activités pour ce sport. On travaille sur le moteur pour que ça puisse s'adapter au niveau des démonstrations. Peu importe le danger auquel ils sont confrontés, la passion prend toujours le dessus. Daouda en a fait les frais lors de l'exécution d'une de ses figures. Tout ça, il y a risque dedans. Hein. Mais quand tu aimes là, ce qui est dedans, tu ne regardes pas ça. J'étais en action en train de faire le spectacle. Bon, il y a un qui est venu me surprendre, je ne sais pas où l'exciter. Donc, on s'est cogné. Bon, il y a eu blessé, il a cassé ma mâchoire. À l'hôpital déjà, j'étais derrière sur moto même. Ouais, parce que c'est mon enfant même. Au-delà de la passion, le BMX est devenu pour ces jeunes un moyen efficace de lutte contre l'oisiveté et certains vices qui minent la jeunesse. Vu qu'aujourd'hui la jeunesse sont allés dans la drogue, les enfants de la rue, les microbes, on le dit toujours, voilà pourquoi j'ai eu l'idée avec mes amis, mes groupes, pour pouvoir créer cette association, en même temps créer le club BMX de Koumassi pour pouvoir les encadrer, pour que ces enfants puissent bénéficier de ce sport aussi, que le BMX ici en Côte d'Ivoire et le moto aussi. On a été champion de BMX en 2015-2016. Aujourd'hui, malgré les faibles moyens du club, ce sont 4 trophées nationaux qui ont été glanés par ces passionnés de sensations fortes. Prochaine destination pour Suleiman et ses amis, la conquête de l'Afrique et le reste du monde. Et pour cela, il en appelle au soutien des bonnes volontés. Élu à la tête de l'Union nationale des auto-écoles de Côte d'Ivoire le 22 mars 2014, le président Guillaume Koko a indiqué que son mandat est placé sous le signe de la formation. Il a invité ses collaborateurs à se mettre résolument au travail et à prôner l'excellence parce qu'il était temps, selon lui, pour les auto-écoles de sortir de l'informel et de l'amateurisme. Monsieur Koko est avec nous. Monsieur Koko, dites-nous, est-ce que les auto-écoles sont aujourd'hui sorties de l'informel et de l'amateurisme, 3 ans après votre élection? Merci de nous avoir invités. On peut dire que les auto-écoles, on est sur la voie. C'est un peu tôt, parce qu'on l'a souligné juste après l'élection qu'on mettait notre mandat sous le signe de la formation. Les mots qui minent l'auto-école aujourd'hui, c'est la formation et l'équipement. Et pour mettre en place un équipement adéquat pour qu'on puisse former convenablement dans nos auto-écoles, il faut qu'on ait des véhicules, c'est-à-dire du matériel roulant, et ça coûte extrêmement cher. Et quand on n'a pas mis en place des mécanismes pour pouvoir acquérir ce matériel-là, il est difficile d'en arriver. Mais déjà, on a fait un bond qualitatif, c'est que si vous visitez aujourd'hui certaines auto-écoles, vous allez vous rendre compte qu'il y a eu quand même beaucoup d'améliorations d'un point de vue déjà, ne serait-ce que même l'agencement des locaux, la manière dont on enseigne désormais, la façon dont on reçoit les candidats, et on essaie d'être beaucoup plus près d'eux et vraiment de parler d'enseignement au lieu de parler plutôt de permis de conduire. Vous dites quelques auto-écoles, seulement quelques-unes, pas toutes? Quelques-unes parce que on va dire que c'est pas aussi facile. Il y en a qui sont encore attachés au quotidien, c'est-à-dire avant même de parler de projets, ils n'arrivent pas déjà à assurer le quotidien. Parce qu'il y a de gros problèmes de subsistance dans le milieu. La corporation est vraiment en danger et on s'efforce d'être beaucoup plus près d'eux et de dire qu'on peut s'en sortir. Parce qu'avant de parler projet, il y en a qui disent qu'il faut d'abord assurer le quotidien. D'accord, M. Koko. Avant de poursuivre, je vous propose de suivre cet élément qui nous est proposé par Herman Niamia. Rond-point du nouveau camp d'Akwedo dans la commune de Cocody. Il est un peu plus de 9 heures et l'endroit grouille de véhicules. Tous les automobilistes sont pressés, chacun vaque à ses occupations. Et en ce moment précis, tous foulent aux pieds les règles élémentaires de la conduite. Malgré la présence des panneaux qui indiquent clairement céder le passage, on conduit comme on veut. Aucune place n'est faite aux véhicules prioritaires. Les gens forcent le passage, alors que les panneaux nous parlent. Le panneau vous dit ceux qui viennent là, ceux qui viennent de votre gauche, vous laissez céder le passage. Voilà. Donc ceux-là, quand ils viennent, c'est avant, je pense que c'est avant, on parlait de priorité à droite, il n'y avait pas de panneau. Quand vous arrivez à un sens giratoire, automatiquement, il faut laisser passer les véhicules qui viennent de votre droite. Ça faisait parler de 7 cas de priorité à droite. Mais par contre, maintenant, avec ces interdictions classiques, tout a évolué.
l'automobile évolue, la route évolue. Donc c'est la règle de céder le passage. Donc ici plutôt on applique la règle où maintenant vous voyez que c'est à gauche, ce n'est plus à droite. Le non-respect des priorités au rond-point, le constat est partout pareil à Abidjan. Ici, au rond-point de la Riviera Golf, tout comme celui de la Riviera 4, des accidents sont régulièrement enregistrés. Pourtant, tous les automobilistes qui sont passés par une auto-école ou du moins qui ont bien suivi le cours savent que c'est ainsi qu'il faut conduire. Giratoire annoncé, je ralentis. Pour prendre la première sortie, clignotant droit, file de droite. Je laisse passer la voiture bleue, je sors à droite. Pour prendre la deuxième sortie, file de droite, mais pas de clignotant. Je laisse passer la voiture bleue, clignotant droit pour indiquer ma sortie juste avant celle-ci. Je prendrai la troisième sortie. Clignotant gauche, file de gauche, je laisse passer la voiture bleue. Je reste sur la file de gauche, puis clignotant droit pour avertir que je rejoins la file de droite pour prendre la prochaine sortie. Un rond-point ou carrefour à sens giratoire est signalé par un panneau spécifique. À l'approche d'un carrefour à sens giratoire, on freine, on rétrograde, on contrôle en gardant le pied sur le frein et on prend la décision de s'engager 3 à 4 mètres avant le rond-point. Comme tout ouvrage formant un obstacle, le rond-point doit être contourné par la droite. Alors, M. Koko, qu'est-ce que ces images vous inspirent? Alors déjà, ce que ça m'inspire en regardant tout à l'heure, j'ai vu que ceux qui étaient même sur l'anneau du rond-point s'arrêtaient pour laisser passer ceux qui doivent céder le passage. Ça veut dire que là, il y a une ignorance. Donc ça veut dire que même en conduisant 15 ans, 20 ans, on a toujours besoin de faire un recyclage, d'être rappelé en auto-école. Mais s'ils sont en train d'arriver, il faut peut-être les laisser passer pour ne pas avoir de choc. Mais non, il y a des règles quand même. C'est ça, c'est ce qu'on appelle le code de la route. Si moi qui ai la priorité, je connais la règle et que l'autre qui arrive ne la connaît pas et qu'il fonce. Mais justement, parce que c'est là où on dit que la règle de priorité n'est pas une règle de passage absolue. Et là, je crois que ça fait même la bonne transition sur la courtoisie. Je suis prioritaire, mais je ne vais pas la prendre coûte que coûte au risque de perdre ma vie. Tout à fait. Donc, il y a la règle et l'application de la règle. Donc, si, pour ces ronds-points où beaucoup d'automobilistes ignorent encore cette notion de priorité à gauche, il y a quand même des panneaux, il y a de la pré-signalisation qui indique, avant même d'aborder le rond-point, qu'il faut déjà adapter l'allure, donc aux besoins rétrogradés, et ensuite aborder le rond-point, c'est dans le passage à ceux qui viennent de gauche. On se rend compte que les gars arrivent à vive allure, ils traversent même le terre-plein des fois, tout seuls. Oui. Ah, si jamais il y a quelqu'un qui arrive de gauche, mais c'est la catastrophe. Et donc c'est le non-respect des règles qui est vraiment à la base de certains accidents d'agglomération. Et vous venez de l'évoquer, la courtoisie au volant. La courtoisie au volant, qu'est-ce que c'est? Comment elle se traduit dans la pratique? Mais déjà, la courtoisie en tant que telle, on l'a définie un peu comme une attitude de politesse raffinée, hein, mélangée à un peu d'élégance, de courtoisie, même de civilité. Et si on veut l'appliquer à la route, on n'est pas seul sur la route. On n'est pas seul sur la route. Sur la route, on doit pouvoir, c'est un lieu de partage, d'échange. C'est vraiment un espace de communication sans parole. Donc ça veut dire que quand on est là, on n'est pas seul. On doit tenir compte des autres. Là, la chaussée qu'on aborde tous, il y a des piétons qui vont être sur le trottoir, il y a les automobilistes, il y a les deux roues, il y a les engins, il y a tout le monde. Donc il faut savoir la partager en respectant les règles de circulation. Et donc, si on ne respecte pas les règles de circulation, et encore là, c'est encore plus dangereux. Mais en plus de ces règles de circulation, on doit pouvoir être un tout petit peu courtois, poli. Parce que c'est vraiment là où on doit montrer un peu de civilité. Il y en a qui pensent même que conduire, ce n'est pas, comme dirait l'autre, ce n'est pas Niaga. Ce n'est pas la boxe, ce n'est pas un ring. Et à quel moment on peut dire d'un conducteur qu'il n'est pas courtois? Eh bien, dans la conduite agressive. Et elle est faite très souvent, vous voyez, ils vont vous faire ce qu'on appelle des queues de poisson. Il y a un espace que vous laissez pour pouvoir respecter ce qu'on appelle l'intervalle de sécurité. Il y a un autre qui va venir, qui va vous couper devant et qui va se mettre devant vous, même pas en essayant de freiner brusquement. Il y a aussi le moment où on arrive à une intersection, même si on a le feu vert, hein, mais qu'on ne peut pas avancer, il est quand même bien sain de rester là où on est pour pouvoir permettre aux autres de passer. Mais il y en a qui savent très bien que devant, on ne peut pas avancer, mais qui s'engagent dans l'intersection, qui vont fermer l'intersection, et puis une fois que c'est fait, bon, mais on est là, on se regarde, et c'est ce qui est à la base des embouteillages. Donc, très souvent, très souvent, la priorité, il faut comprendre qu'on a la priorité, mais il faut savoir la prendre. Et ça va éviter beaucoup de choses, parce que le conducteur lui-même qui foule ces règles-là au pied devient nerveux, et beaucoup de stress
Et le comportement des gens, c'est vraiment, ça frôle l'agressivité, c'est l'engueulade, c'est les injures. Et c'est vraiment pas... C'est très, très, très mal indiqué, c'est très mal vu. D'où la mise sur pied d'une semaine internationale de la courtoisie au volant. Et cette semaine, la courtoisie au volant, elle a la bienvenue. On a même vu dans certains quartiers, avec des panneaux, les gens ont montré, en indiquant par exemple que cette courtoisie-là, si on peut un tout petit peu, un temps soit peu, montrer les panneaux. À la réalisation, nous allons demander les images. Si par exemple en ville, il y a par exemple ce qu'on appelle les règles de priorité. Ce qu'on appelle les règles de priorité, je peux être prioritaire. Dans ces règles de priorité, par exemple, qui sont indiquées que tout le monde est censé savoir, on a le panneau de stop qui nous impose l'arrêt, le céder le passage qu'on a vu tout à l'heure au rond-point, qui veut dire que l'arrêt n'est pas obligatoire, mais je ralentis, je laisse passer les autres. Et il y a cette fameuse croix qu'on appelle la croix de Saint-André qui indique la priorité à droite. Mais cette priorité aujourd'hui, pratiquement dans la circulation en Côte d'Ivoire, je peux dire qu'elle n'existe pas. Personne ne la respecte. On dit que quand deux intersections se croisent, qu'il n'y a pas de signalisation, on applique la règle de la priorité à droite. Alors mais que nous, on a l'habitude, lorsqu'on est sur une voie qui est assez large, une voie principale, on pense tout de suite qu'on a la priorité par rapport aux axes secondaires. Mais c'est pour ça aujourd'hui, là, si vous vous rendez compte, quand vous regardez un tout petit peu dans les autres pays, que ce soit les pays développés, aujourd'hui, la tendance est de faire baisser la vitesse en agglomération. Parce qu'on veut éviter qu'il y ait des morts, parce que dans la population, il y a ce qu'on appelle les usagers vulnérables, ce sont les enfants, les personnes âgées, à l'école. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas dire que dans une agglomération, dans une ville où on est limité à 60, on peut être sur une route à grande circulation, on est prioritaire, donc on roule à tombeau ouvert. Il n'y a personne ne respecte. Ce panneau-là aussi indique par moment, il est très mal traduit, il montre que dans l'intersection suivante, on va avoir ce qu'on appelle la priorité ponctuelle. Mais il y a d'autres qui vont considérer qu'à travers ce panneau, ils sont sur une route à grande circulation qui croise une route secondaire. Ce qui est faux. On indique une priorité ponctuelle à l'intersection. Voilà le seul panneau qui indique le caractère prioritaire de la route. Et ces notions-là, on ne peut pas les appliquer en ville. Si on dit qu'on est sur une route à caractère prioritaire en agglomération, on va rouler très vite. Donc, en ce moment-là, on ne pourra plus respecter parce que la distance, pour qu'on puisse s'arrêter convenablement et éviter d'écraser des enfants, il y a quand même un temps. Ça veut dire que quand je conduis et je roule à 60 km/h, pour m'arrêter, il faut en moyenne 2 secondes. Si le temps de réaction est d'1 seconde, on multiplie le chiffre des dizaines par 3, il va falloir peut-être pour m'arrêter, il me faut 18 mètres là. Tout à fait. Donc 18 mètres, si je roule à 60 pour m'arrêter devant une école à 11h30, et vraiment il y a beaucoup de... On ne respecte pas les règles de circulation et c'est hyper dangereux. Donc il y a les règles qu'on doit respecter et il y a la courtoisie, ça fait 2. Donc si des gens ne respectent pas les règles, comment est-ce qu'on peut être courtois au volant? Est-ce que l'automobiliste ivoirien est courtois? En règle générale, si on regarde de très près, on scrute vraiment de très près nos compatriotes, ils ne sont pas du tout courtois. Ils ne sont pas courtois. Parce qu'on ne sait même pas dire merci. C'est la moindre des choses. Quand on donne des cours d'éducation physique, civique et morale, on apprend aux enfants à dire merci quand on leur donne quelque chose. Ici, vous êtes dans la circulation, vous laissez passer quelqu'un, c'est comme si tu étais normal, à la limite. Et qu'est-ce qu'elle fait, l'union des auto-écoles, pour que justement la courtoisie soit de mise ici? Mais dans nos auto-écoles, on essaie déjà à apprendre aux gens. C'est que ça devait se faire déjà à la petite enfance, apprendre la civilité au volant, même les ports de ceinture et tout. Mais aussi dire aux gens, quand on est en pleine circulation, que les gens nous laissent passer. Parce qu'on est auto-école, ce n'est pas un droit. Parce qu'on est soutenu de respecter les règles. Donc on apprend aux élèves à dire merci parce qu'on nous a laissé passer. Si on s'arrête pour laisser passer les autres, on demande aussi qu'ils nous disent merci. Parce que c'est le futur automobiliste qui est là qu'on est en train de former. Et il est important pour nous qu'ils sachent dire merci et qu'ils sachent se comporter et qu'ils sachent s'arrêter. Qu'ils sachent qu'il ne faut pas obstruer la circulation si on n'est pas capable de dégager. Ça devient même une infraction. On sait qu'on ne peut pas passer et on s'engage. Parce que beaucoup disent que la responsabilité incombe pour la plupart du temps aux auto-écoles. On se demande comment tout le monde peut avoir un permis alors qu'ils ne savent pas les règles les plus élémentaires de la conduite. Ben, je crois qu'ils n'ont pas tort, mais c'est en train, je crois que dans très peu de temps, ça sera du passé. Parce qu'on est en train de mettre en place, avec l'apport disons, la tutelle, le ministère des Transports et surtout la Direction générale des Transports terrestres ont de mettre en place le plan national de formation qui jusque-là n'a pas existé. Ça veut dire qu'on enseigne dans une auto-école à partir de quoi? Si on n'a pas de programme, chacun y va de son plein gré. Donc si on a un plan national de formation qui va forcément découler sur une évaluation calquée sur le plan national, on pourra parler de la même chose. Donc on n'a pas un programme de formation et ça c'est vraiment un gros handicap. Si on a une bonne formation, on peut avoir une bonne évaluation et ça peut former de très bons automobilistes ça va contribuer à diminuer le nombre des accidents
dans ce pays. Et comment on peut expliquer le fait qu'une certaine catégorie de conducteurs soit toujours indexée, les chauffeurs de Baka, les chauffeurs de Wara, etc. Mais je vais dire ici que c'est à eux-mêmes qu'on dit, à ces braves messieurs qu'on rencontre très souvent entre auto-écoles et disons les différents syndicats des conducteurs professionnels, mais c'est à eux qu'on dit que le conducteur, là, la conduite, là, ce n'est pas Niaga, hein, ce n'est pas la bagarre, ce n'est pas le plus beau, le plus fort, le plus musclé. Non, il y a des règles qu'on doit appliquer, mais il y a aussi la courtoisie. Parce qu'eux, à longueur de journée, ils sont sous les nerfs en train d'insulter, maudit, bâtard, ta mère, ton père, et j'en passe. Ce n'est pas un langage qui leur fait du bien. La plupart du temps, ils sont sous les nerfs, ils sont hyper tendus, et ça ne fait pas du bien. Eux-mêmes, à leur santé, ce n'est pas bon. Donc déjà, il faut savoir que... À leurs passagers. Et déjà, même des fois, il y a des enfants qui écoutent tout ça. Ce n'est pas bien. Donc eux-mêmes, ils savent que ce n'est pas bon pour eux, pour leur santé. Je sais qu'il a été question à un moment donné de permis à points. Est-ce que ce ne serait pas un début de réponse, de solution à ce problème? C'est un début de solution et nous sommes pour. Mais maintenant, ça dépend qu'est-ce qu'on met dans le permis à points. Quelles seront les mesures d'accompagnement, comment ça va se faire, ça on attend de voir. Mais surtout, c'est de professionnaliser le secteur, le secteur, disons, du permis de conduire. C'est-à-dire qu'on a un permis, c'est vrai, ça va être un tronc commun. Après, il faut faire un CAP de conducteur professionnel. C'est là où il va apprendre son métier. On peut avoir, par exemple, un permis de toute catégorie et après, on veut être, par exemple, un conducteur de citerne. On apprend à faire l'apprentissage, on a les modules qu'il faut et c'est comme ça qu'on va devenir un bon conducteur professionnel. Merci. Et nous, en auto-école, l'Union nationale des auto-écoles se dit que si on veut arriver à faire tout ça, il faudrait qu'il y ait un coût. Et là, le permis, quand c'est bien fait, ça a un coût. Et si on va vers des auto-écoles boutiques à des prix dérisoires, c'est pas là qu'on va avoir la bonne formation. Et c'est à ça que l'Union des auto-écoles travaille pour qu'on puisse avoir une bonne formation. Merci. Et réduire le nombre des accidents. Merci, M. Koko. Merci, M. Koko Guillaume. Le manque donc de courtoisie et l'agressivité n'ont pas leur place sur la route. Certains mauvais comportements sont des infractions bien réelles au code de la sécurité routière. Conducteurs, cyclistes ou piétons, la courtoisie concerne tout le monde. Sur le réseau routier, le savoir-vivre et le respect des autres sont de première importance pour éviter des conflits et des accidents. Dans la plupart des cas, les gestes que l'on considère comme de la courtoisie sont imposés par le code de sécurité routière, comme utiliser les clignotants, céder le passage ou éviter de klaxonner inutilement. Pour en parler, nous recevions le président de l'Union nationale des auto-écoles, M. Guillaume Koko, qui nous a entre autres dressé le bilan de la semaine internationale de la courtoisie qui a lieu en ce moment même depuis le 12 mars donc jusqu'à demain 20 mars. Merci d'être venu, merci à vous de nous avoir suivis et bon dimanche sur RTI1.